Ma sœur, l'enfant chéri de la famille, a délibérément programmé son mariage le jour de la remise des diplômes de notre petite sœur. J'ai donc convaincu toute la famille de ne pas assister à son mariage. J'ai 32 ans, un homme, coincé au milieu de ce que je ne peux décrire que comme la dynamique familiale la plus dysfonctionnelle que vous ayez jamais vue. Ma sœur aînée, Chloé, 35 ans, est l'enfant chéri depuis sa naissance. Tout ce qu'elle fait est parfait. Tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. Pendant ce temps, ma jeune sœur, Léa, 22 ans, et moi avons passé toute notre vie comme des figurants dans l'émission de télé-réalité personnelle de Chloé. En grandissant, le favoritisme n'était même pas subtil. Chloé a eu une Peugeot 208 pour son 18e anniversaire, une voiture que mes parents ont payée comptant. Quand j'ai eu 18 ans 2 ans plus tard, j'ai eu droit à un sermon sur la responsabilité et une carte de bus. Léa n'a même pas eu droit au sermon. Elle a juste été ignorée. La chambre de Chloé en grandissant était pratiquement une suite. Elle avait la chambre principale à l'étage avec sa propre salle de bain, un dressing, et assez d'espace pour un bureau, un lit et un coin salon. Ma chambre était un débarras reconverti qui sentait encore la naphtaline. Léa a eu la plus petite chambre de la maison, à peine assez grande pour un lit simple et une commode. Noël était toujours le grand spectacle de Chloé. Elle recevait les derniers appareils électroniques, des vêtements de marque, tout ce à quoi elle faisait allusion depuis des mois. Une année, elle a eu un MacBook Pro, un iPhone et un voyage à Paris pour son anniversaire. J'ai eu une carte cadeau de 50 € pour Carrefour et des chaussettes. Léa a eu un pull d'Emmaüs qui avait encore l'étiquette du magasin d'occasion. Le schéma était si constant que c'est devenu une blague de famille. Sauf que personne ne riait à part Chloé. Chaque matin de Noël suivait le même scénario. Chloé descendait dans son pyjama de marque que maman avait acheté spécialement pour l'occasion. Elle se positionnait près du sapin avec un éclairage parfait pour les photos. Maman documentait chaque ouverture de cadeau comme si c'était un événement historique. Pendant ce temps, Léa et moi étions assis sur le canapé dans nos vêtements habituels à regarder le spécial Noël de Chloé. Nous ouvrions nos modestes cadeaux pendant les pauses publicitaires de la production de Chloé. Maman se souvenait parfois que nous existions et nous lançait un sourire. Papa était trop occupé à enregistrer la vidéo des réactions de Chloé pour remarquer que nous étions même dans la pièce. Je me souviens d'un Noël en particulier, j'avais 17 ans et Léa en avait 9. Chloé venait d'avoir son permis et nos parents lui ont acheté une Peugeot 208 neuve, l'ont fait livrer le matin de Noël avec un énorme nœud rouge dessus. Un photographe professionnel était là pour immortaliser sa réaction. Tout le quartier est sorti pour voir. Chloé a pleuré des larmes de joie. A serré maman et papa dans ses bras. A posté à ce sujet sur toutes les plateformes de médias sociaux. A parlé de la chance qu'elle avait d'avoir des parents aussi extraordinaires qui croyaient en elle. Ce même Noël, j'ai reçu une calculatrice pour les cours de prépa d'ingénieur que je suivais. Léa a reçu une boîte de crayons de couleur. Nous avons ouvert nos cadeaux dans la cuisine pendant que tout le monde était dehors à admirer la voiture de Chloé. Léa a regardé ses crayons de couleur, puis m'a regardé. Elle a demandé si je pensais que Chloé la laisserait monter dans la nouvelle voiture un jour. Je lui ai dit que probablement pas. Chloé n'aimait pas salir sa voiture. Léa a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Elle a soigneusement remis ses crayons de couleur dans leur emballage. A dit qu'elle allait les garder pour quelque chose de spécial. De cette façon, ils dureraient plus longtemps. Elle avait 9 ans et comprenait déjà qu'elle devait faire durer ses petits cadeaux parce qu'il n'y en aurait pas d'autres. Pendant ce temps, Chloé était dehors à faire vrombir son moteur pour les voisins. Mes parents, Didier et Patricia, ne sont pas des gens méchants. Ils sont juste complètement aveugles quand il s'agit de Chloé. C'est leur aînée, leur princesse, l'enfant qui ne peut rien faire de mal. Quand Chloé a eu un 14 en chimie au lycée, mes parents ont engagé un tuteur privé. Quand j'ai eu que des 18, ils ont dit que c'était ce qu'on attendait. Quand Léa a eu des difficultés en maths, ils lui ont dit de travailler plus dur. Chloé est allée dans une université privée aux frais de mes parents. Frais de scolarité complets, logement et nourriture, argent de poche, tout le tralala. Ils ont tout payé pendant 4 ans pendant qu'elle se spécialisait en communication et faisait la fête tout au long de ses études. Je suis allé à l'université publique grâce à des bourses et des prêts étudiants. Léa est actuellement en IUT parce que c'est tout ce que nous pouvions nous permettre. Le schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. Chloé a reçu un acompte pour sa première maison. J'ai eu des félicitations quand j'ai finalement réussi à économiser assez pour acheter mon propre appartement.
Chloé a eu des vacances financées par la famille. On nous demandait, à Léa et à moi, pourquoi nous ne rendions jamais visite. Mais voilà le truc avec les enfants chéris. Ils ne veulent pas seulement un traitement préférentiel. Ils veulent être le centre de l'attention à tout moment. Et quand ils ne le sont pas, ils trouvent des moyens de s'assurer qu'ils le deviennent. C'est là que tout ce bazar a commencé. Léa a travaillé d'arrache-pied à l'IUT pendant 4 ans. Elle a commencé tard parce qu'elle a dû travailler à plein temps pour économiser de l'argent d'abord. Elle a suivi des cours du soir, des cours le week-end, tout ce qui correspondait à son emploi du temps à l'entrepôt où elle travaille en gestion des stocks. Aucune aide de nos parents, aucun soutien financier, juste de la pure détermination. Elle a maintenu une moyenne de 16/20 tout en travaillant 40 heures par semaine et en faisant face à une famille qui reconnaissait à peine son existence. Sa remise de diplôme était fixée au 15 mai. Elle planifiait ce jour depuis son inscription, a acheté sa toque et sa toge des mois à l'avance. Elle a invité tout le monde dans la famille, envoyé des invitations formelles avec des cartes RSVP parce qu'elle voulait bien faire les choses. C'était son moment, sa réussite, son jour pour être enfin reconnu. Les invitations ont été envoyées en janvier. Tout le monde a répondu oui. Maman et papa ont dit qu'ils étaient fiers. Chloé a même envoyé un texto disant qu'elle ne le manquerait pour rien au monde. Tout était prêt. Puis en mars, Chloé a annoncé ses fiançailles avec son petit ami Benjamin. C'est un gars bien, honnêtement. Il travaille dans les assurances, assez calme, semble vraiment se soucier de Chloé. Ils sortaient ensemble depuis 2 ans, et personne n'a été surpris quand il a fait sa demande. Le dîner de famille où elle a annoncé les fiançailles était typique de Chloé. Elle a fait en sorte que maman privatise le restaurant pour que nous puissions avoir une célébration privée. Elle a fait venir un photographe professionnel pour documenter l'annonce. Elle avait préparé un diaporama avec des photos d'elle et de Benjamin sur fond de musique romantique. Toute la production a probablement coûté plus cher que la totalité des frais de scolarité de Léa. Le restaurant était ce restaurant italien haut de gamme que maman adorait. Chloé avait réservé toute la salle du fond. Quand nous sommes arrivés, il y avait des fleurs sur chaque table, des bougies partout, une fontaine de champagne dans le coin. Elle avait même engagé un violoniste pour jouer pendant le dîner. Benjamin semblait mal à l'aise avec toute cette production. C'est un gars discret qui aurait probablement été heureux avec un simple dîner de famille. Mais Chloé avait d'autres plans. C'était son moment, et elle allait en profiter au maximum. Nous avons assisté à un repas à 3 plats pendant que Chloé laissait entendre qu'il y aurait une grande annonce. Elle n'arrêtait pas de toucher sa main gauche, s'assurant que nous remarquions tous la bague avant de la révéler officiellement. Créer le suspense comme si c'était la finale de la saison de son émission de télé-réalité. Léa était assise à côté de moi, picorant ses pattes. Elle venait de terminer son service à l'entrepôt et avait l'air épuisée, portant encore ses vêtements de travail parce qu'elle n'avait pas eu le temps de se changer. Pendant ce temps, Chloé portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus que ce que Léa gagnait en un mois. Après le dessert, Chloé s'est levée, a tapoté son verre avec une fourchette comme si nous étions à une réception de mariage. Le photographe s'est positionné pour l'angle parfait. Le violoniste a commencé à jouer quelque chose de romantique. Chloé a fait tout un discours sur l'amour et le destin et la recherche de son âme sœur. Sur la façon dont Benjamin l'avait demandé en mariage au coucher du soleil sur une plage de la Côte d'Azur pendant une escapade d'un week-end. Sur à quel point tout était parfait. Sur la chance qu'elle se sentait. Puis elle nous a montré la bague. Un diamant géant, il devait faire au moins 2 carats. La chose avait pratiquement besoin de son propre code postal. Tout le monde l'a félicité. Maman a pleuré des larmes de joie. Papa a fait à Benjamin le discours approbateur du père. J'ai dit félicitations et je le pensais parce que j'aimais bien Benjamin. Léa a serré Chloé dans ses bras et semblait sincèrement heureuse pour elle. C'est à ce moment-là que Chloé a lâché sa bombe. Elle a annoncé la date du mariage, le 15 mai, le même jour que la remise des diplômes de Léa. La table est devenue silencieuse. Le visage de Léa s'est décomposé. On aurait dit que quelqu'un l'avait giflé. J'ai vu le moment exact où son cœur s'est brisé, en regardant notre sœur aînée choisir délibérément d'éclipser la seule réussite dont Léa ait jamais été fière. Chloé a remarqué le silence et a fait un petit rire. Elle a dit que c'était la seule date que le lieu avait de disponible et qu'ils avaient eu une si bonne affaire. L'endroit était généralement réservé 2 ans à l'avance, mais ils avaient eu une annulation. C'était le destin, c'était écrit. J'ai regardé Léa.
Elle fixait son assiette, retenant ses larmes. 4 ans de travail, 4 ans de sacrifice, et Chloé était sur le point de faire tout disparaître. Maman s'est immédiatement mise en mode planification, parlant de robes, de fleurs et de lieux. Papa a posé des questions sur la liste des invités. Personne n'a mentionné la remise des diplômes de Léa. Pas une seule personne, sauf moi. J'ai demandé à Chloé si elle réalisait que c'était le jour de la remise des diplômes de Léa. Elle a fait un geste dédaigneux de la main et a dit que Léa comprendrait. Les remises de diplômes ont lieu tous les ans, mais les mariages, c'est une fois dans une vie. De plus, la cérémonie ne durait qu'1 heure. Léa pourrait juste sauter la réception. Léa s'est levée de table, a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Je l'ai vue prendre son sac. Elle ne reviendrait pas. Je l'ai trouvée sur le parking, assise dans sa voiture en train de pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage pendant qu'elle fixait le volant. Elle a dit qu'elle allait bien, que Chloé avait raison. Les mariages sont plus importants. Elle allait juste sauter sa cérémonie de remise des diplômes. Ce n'est pas comme si quelqu'un remarquerait son absence de toute façon. C'est ce qui m'a brisé. Pas la colère, juste cette prise de conscience froide et lucide que j'en avais fini de voir notre famille traiter Léa comme si elle n'avait pas d'importance. J'ai dit à Léa de ne rien sauter, que sa remise de diplôme était importante et qu'elle l'avait méritée, qu'elle allait traverser cette scène et obtenir son diplôme pendant que notre famille l'acclamerait. Elle m'a fait un sourire triste, a dit que j'étais gentil, mais nous savions tous les deux que ça n'allait pas arriver. Le mariage de Chloé était la priorité maintenant. Ça l'avait toujours été. Je lui ai dit de me faire confiance, que je m'en occuperais. Elle ne m'a pas cru. Je ne lui en voulais pas, mais je pensais chaque mot. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. J'ai commencé par tante Martine, la sœur de papa. Elle a toujours été la personne raisonnable de la famille, celle qui dénonce les absurdités quand elle les voit. Elle avait remarqué le favoritisme au fil des ans et avait essayé de l'équilibrer en accordant une attention particulière à Léa et à moi lors des réunions de famille. J'ai exposé la situation, je lui ai parlé de la remise des diplômes de Léa, de la date du mariage de Chloé, de la façon dont Léa prévoyait de sauter sa propre cérémonie parce que personne dans la famille ne semblait s'en soucier. Martine est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit quelques mots que je ne répéterai pas sur le sentiment de droit de Chloé. Elle a demandé ce dont j'avais besoin d'elle. J'avais besoin qu'elle parle à la famille élargie pour s'assurer qu'ils comprenaient ce qui se passait vraiment. Que ce n'était pas juste un conflit d'horaire. C'était délibéré. Martine a dit qu'elle s'en occuperait. Qu'elle avait quelques appels à passer. Le suivant était oncle Franck, le frère de maman. C'est un homme franc et direct, il dirige sa propre entreprise et ne tolère les absurdités de personne. Il nous avait toujours traités tous les trois de la même manière, ce qui faisait de lui mon oncle préféré en grandissant. Je l'ai appelé cet après-midi-là, j'ai expliqué la situation. Sa réponse a été immédiate et dure. Il a dit que c'était irrespectueux et que Chloé devrait avoir plus de jugeote, qu'il aurait une discussion avec mes parents sur leurs priorités. Je lui ai dit que je ne cherchais pas à créer une dispute familiale. Je voulais juste m'assurer que les gens comprenaient ce entre quoi ils choisissaient. Il a compris. Il a dit qu'il s'assurerait que la famille sache que ce n'était pas juste un conflit de date. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai eu des conversations similaires avec des cousins, des petits-cousins, des amis de la famille. Je ne leur ai jamais dit de ne pas aller au mariage de Chloé. Je me suis juste assuré qu'ils comprenaient la situation dans son ensemble. Que Léa avait travaillé 4 ans pour ce moment. Qu'elle avait envoyé les invitations il y a 6 mois. Que tout le monde avait répondu oui à sa remise de diplôme avant même que Chloé ne se fiance. La plupart d'entre eux n'avaient aucune idée du conflit. Chloé avait apparemment envoyé ses invitations de mariage sans mentionner que c'était le même jour que la remise des diplômes de Léa. Elle avait simplement supposé que tout le monde laisserait tout tomber pour son grand jour. Les réponses étaient assez cohérentes. Les gens étaient mal à l'aise. Certains étaient en colère. Les cousins qui avaient grandi en voyant Chloé tout obtenir pendant que Léa n'obtenait rien étaient particulièrement agacés. Ils avaient vu ce schéma toute leur vie. Je n'ai eu à convaincre personne, j'ai juste eu à fournir les informations qu'ils n'avaient pas. Pendant ce temps, Chloé publiait des mises à jour sur son mariage sur les réseaux sociaux tous les jours. Photos d'essayage de robes, dégustation de gâteaux, visite du lieu. Chaque publication était un autre rappel que cela se produisait, qu'elle s'assurait que tout le monde sache que son jour était plus important.
Léa a complètement arrêté d'utiliser les réseaux sociaux. Je prenais de ses nouvelles régulièrement. Elle faisait les choses machinalement au travail et à l'école, mais la lumière avait quitté ses yeux. Elle mentionnait parfois la remise des diplômes, puis se corrigeait et disait le mariage comme si elle avait déjà abandonné son propre jour. 3 semaines avant le 15 mai, les RSVP ont commencé à changer. Tante Martine a été la première. Elle a appelé maman et lui a expliqué qu'elle n'assisterait pas au mariage de Chloé, qu'elle s'était déjà engagée pour la remise des diplômes de Léa et qu'elle ne changerait pas ses plans. Quand maman a essayé d'argumenter que la famille devrait soutenir Chloé pour son jour spécial, Martine a souligné que la même logique s'appliquait à Léa. Maman s'est apparemment énervée, a dit que Martine était égoïste de gâcher le mariage de Chloé. La réponse de Martine a été que si un invité absent pouvait gâcher le mariage, peut-être que Chloé devrait reconsidérer ses priorités. Oncle Franck a appelé ensuite. Même message. Il serait à la remise des diplômes de Léa comme prévu. Quand papa a essayé de le culpabiliser sur la loyauté familiale, Franck a mentionné que la loyauté va dans les deux sens. Que Léa méritait le même soutien qu'ils avaient toujours donné à Chloé. Puis les cousins ont commencé à appeler un par un, tous avec le même message. Il assisterait à la remise des diplômes de Léa. Il souhaitait le meilleur à Chloé, mais ne pouvait pas soutenir une décision qui ignorait si clairement la réussite d'un autre membre de la famille. La liste des invités de Chloé a commencé à s'effondrer. La famille élargie avait choisi la remise des diplômes de Léa. Tante, oncle, cousin, même certains amis de la famille qui nous connaissaient tous les trois depuis notre enfance. Ils n'étaient pas méchants à ce sujet, juste fermes. Ils s'étaient déjà engagés pour la remise des diplômes de Léa et ne changeraient pas leur plan. Chloé m'a appelé 4 jours avant le mariage. Elle pleurait, m'a demandé ce que j'avais fait. Pourquoi tout le monde l'abandonnait le jour le plus important de sa vie? L'appel est arrivé à minuit. J'étais déjà au lit, mais j'ai répondu parce que je savais que cette confrontation allait arriver. Je l'attendais, honnêtement. Sa voix était brisée par les pleurs. Elle pouvait à peine sortir les mots entre les sanglots. Elle a commencé à parler de comment son mariage de rêve s'effondrait, comment elle avait tout planifié parfaitement et que maintenant tout était ruiné. Comment les gens pouvaient-ils lui faire ça? Je l'ai laissé parler pendant quelques minutes. Je l'ai laissé tout sortir. L'apitoiement sur soi, la victimisation, le manque total de conscience de soi sur ce qu'elle avait fait. Quand elle a finalement fait une pause pour respirer, je lui ai demandé si elle avait considéré que la remise des diplômes pourrait être le jour le plus important de la vie de Léa, qu'elle avait travaillé 4 ans pour ce moment alors que Chloé avait planifié son mariage en 2 mois. Elle a dit que j'étais cruel, que j'avais monté la famille contre elle, que j'avais ruiné son mariage par jalousie. L'accusation m'a presque fait rire. Jaloux de quoi? De ses privilèges non mérités, de son incapacité totale à voir la perspective de quelqu'un d'autre que la sienne, de son besoin désespéré d'être le centre de l'attention même si cela signifiait écraser d'autres personnes. Je lui ai dit que je n'avais monté personne contre elle. J'avais juste fait en sorte que les gens aient toutes les informations, qu'ils sachent que les 2 événements se déroulaient le même jour, qu'ils puissent faire des choix éclairés sur celui qui comptait le plus pour eux. Elle a crié que les mariages étaient plus importants que les remises de diplômes, que tout le monde le savait, que je sabotais son bonheur parce que je ne supportais pas de la voir réussir. Sa voix devenait plus forte à chaque accusation. J'entendais Benjamin en arrière-plan lui dire de se calmer. Elle lui a crié dessus aussi. Lui a dit qu'il ne comprenait pas ce que je lui faisais. Je l'ai laissé crier pendant quelques minutes, je n'ai pas interrompu, je n'ai pas argumenté, je l'ai juste laissé montrer exactement qui elle était. La crise de colère de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie. Puis je lui ai posé une question simple. Savait-elle que c'était le jour de la remise des diplômes de Léa quand elle a choisi le 15 mai? Le silence m'a tout dit, elle le savait. Elle avait choisi cette date spécifique en sachant que cela forcerait la famille à choisir. Sachant qu'historiquement, il l'avait toujours choisi. C'était censé être un autre rappel que Chloé passait en premier. Que Léa n'avait pas d'importance. Sauf que cette fois, la famille a choisi différemment. Chloé a essayé une approche différente. La supplication. Elle a dit qu'elle avait toujours été là pour moi en grandissant. Que les frères et sœurs devraient se soutenir. Qu'elle avait besoin de moi à son mariage. J'ai souligné qu'elle n'avait pas été là pour moi en grandissant. Elle avait été là pour elle-même pendant que je m'élevais seul, pendant que Léa s'élevait seule. Pendant que nous la regardions tous les deux tout recevoir sur un plateau d'argent et qu'on nous disait d'être reconnaissants pour les miettes. Elle a dit que j'exagérais,
que maman et papa nous traitaient tous de la même manière, que je me souvenais mal des choses. Je lui ai demandé si elle se souvenait de la voiture qu'elle avait eue pour son 18e anniversaire, du tuteur privé, du fonds pour l'université, de l'acompte pour sa maison. J'ai demandé si elle pensait que Léa ou moi avions eu quelque chose de tout ça. Elle a dit que ce n'était pas sa faute, qu'elle ne contrôlait pas ce que maman et papa faisaient. Peut-être pas, mais elle en avait bénéficié, l'avait encouragé, l'avait utilisé à son avantage à chaque occasion, et maintenant elle recommençait, prenant quelque chose qui appartenait à Léa et en faisant quelque chose à propos d'elle-même. Elle m'a raccroché au nez. 2 jours avant le mariage, maman et papa se sont présentés à mon appartement. Ils n'étaient pas contents. Je préparais du café quand j'ai entendu frapper à ma porte. Des coups agressifs qui montraient clairement que ce n'était pas une visite amicale. J'ai ouvert pour les trouver tous les deux debout, l'air d'avoir passé une nuit blanche. Papa portait sa tenue de travail décontractée, celle qu'il portait quand il voulait intimider les gens. Maman portait ses vêtements du dimanche, le costume de mère de banlieue respectable qu'elle utilisait pour les conversations sérieuses. Ils sont entrés dans mon appartement sans demander. Papa est allé directement dans mon salon et s'est tourné vers moi comme si nous étions dans un tribunal. Maman s'est positionnée près de la fenêtre, les bras croisés. Papa s'est lancé dans un discours sur les obligations familiales et le soutien entre frères et sœurs. Sur la façon dont j'avais embarrassé Chloé et les avais déçus. Sur le fait qu'ils attendaient mieux de leur fils. Le discours était clairement répété. Il a abordé tous les points attendus. Loyauté familiale, être le plus intelligent, donner le bon exemple, comment mes actions reflétaient mal l'éducation qu'il m'avait donnée. Maman a enchaîné avec l'appel émotionnel. Elle a parlé de la peine de Chloé, de comment elle pleurait depuis des jours, de comment son mariage de rêve s'effondrait. Comment pouvais-je faire ça à ma propre sœur? Je les ai laissés tous les deux finir leurs remarques préparées. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas argumenté, je suis juste resté là avec mon café et j'ai attendu qu'il s'épuise. Quand papa a finalement fait une pause, j'ai posé une question simple. C'est quand la remise des diplômes de Léa? Ils se sont regardés. Aucun des deux ne pouvait répondre immédiatement. Maman a commencé à dire que c'était bientôt. Papa a dit quelque chose à propos de mai, mais aucun d'eux ne pouvait me donner la date exacte. C'étaient les personnes qui avaient été invitées il y a 6 mois. Qui avait répondu oui. Qui l'avait noté sur leur calendrier et ils ne se souvenaient pas du jour spécifique. Je leur ai donné la date, le 15 mai, le même jour que le mariage de Chloé. Que Léa l'avait annoncé il y a 6 mois avec des invitations formelles, qu'ils avaient promis d'être là. Maman a sauté en disant que le mariage était plus important, que les remises de diplômes avaient lieu tout le temps, que Léa aurait d'autres réussites à célébrer. J'ai demandé quelles seraient ces autres réussites. Quand célébrerait-il Léa? Qu'est-ce qu'elle devrait accomplir pour mériter la même attention qu'ils accordaient à Chloé juste pour exister? Papa a dit que je manquais de respect, qu'il m'avait mieux élevé que ça. Je n'étais pas d'accord. Il m'avait élevé pour observer le favoritisme en action et me taire. Il m'avait élevé pour accepter que Chloé comptait plus que Léa ou moi. Il m'avait élevé pour être d'accord avec le fait d'être invisible tant que l'enfant chéri était heureuse. Maman s'est mise à pleurer. Elle a dit que je lui brisais le cœur, qu'elle avait toujours aimé tous ses enfants de manière égale. J'ai demandé quand ils avaient dîné pour la dernière fois avec juste Léa, quand ils avaient demandé pour la dernière fois des nouvelles de sa vie sans immédiatement changer de sujet pour parler de Chloé, quand ils avaient reconnu pour la dernière fois une de ses réussites sans la minimiser. Ils ne pouvaient répondre à aucune de ces questions. Papa a changé de tactique. Il a dit que même si je ne venais pas au mariage, je devais convaincre la famille élargie de changer d'avis. Que le mariage de Chloé allait être ruiné à cause de moi. Que je devais arranger ça. Je leur ai dit que je ne pouvais pas réparer ce que je n'avais pas cassé. Que Chloé avait créé cette situation. Qu'elle avait délibérément choisi le jour de la remise des diplômes de Léa pour son mariage, que la famille avait simplement décidé qu'elle avait assez soutenu Chloé, et que c'était au tour de Léa. Maman a dit que Léa ne se soucierait même pas s'il manquait sa remise des diplômes, qu'elle comprendrait que la famille passait en premier. C'est ce qui m'a finalement fait perdre mon sang-froid, pas en criant, juste cette colère froide et claire. Je leur ai dit que Léa avait pleuré dans sa voiture pendant 1 heure après que Chloé a annoncé la date du mariage. Qu'elle avait déjà décidé de sauter sa propre remise des diplômes parce qu'elle savait qu'il choisirait Chloé. Qu'elle avait passé 4 ans à travailler pour ce moment et était prête à y renoncer parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas d'importance pour eux. Maman a semblé choquée, a dit qu'elle n'avait aucune idée que Léa était contrariée.
J'ai demandé comment elle pouvait ne pas le savoir. Comment pouvait-elle ne pas avoir remarqué que Léa avait arrêté de parler de sa remise des diplômes après l'annonce de Chloé? Comment pouvait-elle ne pas voir que leur plus jeune fille avait renoncé à jamais être importante pour eux? Papa a dit que je faisais du cinéma, que Léa allait bien, qu'elle n'avait jamais rien dit sur le fait d'être contrariée. Bien sûr qu'elle ne l'avait pas fait, parce que Léa avait appris très tôt que ses sentiments ne comptaient pas pour eux, que s'exprimer ne faisait qu'empirer les choses, que rester silencieuse et invisible était plus facile que de se battre pour une attention qu'elle n'obtiendrait jamais. Ils sont partis sans un mot de plus. Je n'ai plus eu de leurs nouvelles jusqu'à la veille du mariage. La veille du 15 mai, l'organisatrice de mariage de Chloé l'a appelée. Je le sais seulement parce que Chloé m'a appelé immédiatement après en hurlant. Apparemment, le lieu menaçait d'annuler. La liste des invités était passée de 150 personnes à 47. La plupart d'entre eux étaient la famille et les amis de Benjamin. Du côté de Chloé, il n'y avait pratiquement que nos parents et quelques-uns de ses amis d'université qui ne connaissaient pas le contexte. Le lieu exigeait un minimum de 100 invités pour le forfait que Chloé avait réservé. Avec seulement 47, ils ne pouvaient pas justifier le personnel et l'installation. Ils lui ont proposé de la déplacer dans un espace plus petit, mais cela signifiait perdre le jardin qu'elle voulait pour les photos, le décor de cascade, l'éclairage sophistiqué, tout ce dont elle avait parlé sur les réseaux sociaux pendant des mois. Chloé était hystérique. M'a accusé d'avoir ruiné son mariage, d'avoir monté la famille contre elle, d'avoir détruit le jour le plus important de sa vie. Je lui ai rappelé qu'elle avait d'abord essayé de détruire le jour le plus important de la vie de Léa, que les actions ont des conséquences, que les gens en avaient marre de la voir traiter tout le monde comme des personnages secondaires dans son histoire. Elle a dit qu'elle changerait la date, qu'elle déplacerait le mariage à un autre jour si cela signifiait que les gens viendraient. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour ça, que le mal était fait. Que même si elle changeait la date maintenant, les gens avaient vu ses vraies priorités. Ils l'avaient vu essayer délibérément d'éclipser la réussite de Léa. Qu'on ne peut pas effacer ce niveau d'égoïsme. Elle a sangloté au téléphone, a demandé ce qu'elle était censée faire, les invitations étaient envoyées, les fournisseurs étaient réservés. La famille de Benjamin avait déjà fait le déplacement. J'ai suggéré qu'elle ait un mariage plus petit. Que 47 personnes qui se souciaient vraiment d'elle valaient mieux que 150 personnes qui venaient par obligation, que c'était peut-être une opportunité d'apprendre quelque chose sur elle-même. Elle m'a de nouveau raccroché au nez. Le 15 mai est arrivé. Je me suis levé tôt, j'ai mis mon plus beau costume, je suis allé chercher Léa à son appartement. Elle était magnifique dans cette robe bleue qu'elle avait achetée pour la remise des diplômes. Elle s'était coiffée et maquillée, avait fait des efforts pour être belle pour une cérémonie à laquelle elle pensait que personne n'assisterait. Le trajet jusqu'à son campus a été silencieux. Elle n'arrêtait pas de jouer avec sa toque de diplômée. Elle a finalement demandé si je pensais vraiment que des gens viendraient. Je lui ai dit que je savais qu'ils viendraient. Nous sommes arrivés à l'auditorium 1 heure avant la cérémonie. Léa devait s'enregistrer et faire la queue avec les autres diplômés. Je suis allé trouver des places. L'endroit était bondé, pas seulement d'inconnus, mais de notre famille. Tante Martine avait gardé toute une rangée. Oncle Franck était là avec sa femme et ses enfants. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des mois. Des petits cousins qui avaient conduit des heures pour être là. Des amis de la famille qui connaissaient Léa depuis qu'elle était petite. Ils avaient tous choisi la remise des diplômes de Léa. Les sièges de maman et papa étaient vides. Je m'y attendais. Chloé avait réussi à les culpabiliser pour qu'ils aillent au mariage. Ils étaient probablement sur le lieu en ce moment, assis dans une salle à moitié vide, faisant semblant que tout allait bien. Mais tout le monde était là, tenant des pancartes avec le nom de Léa, prêt à l'acclamer quand elle traverserait cette scène. La cérémonie a commencé. Le doyen a fait un discours sur la persévérance et la réussite, sur les étudiants qui avaient travaillé à plein temps tout en poursuivant leurs études, sur le dévouement nécessaire pour obtenir un diplôme tout en gérant toutes les autres responsabilités de la vie. Le doyen était cette femme plus âgée qui était à l'université depuis 30 ans. Elle a parlé de voir des étudiants surmonter des obstacles incroyables. Des parents célibataires travaillant de nuit, des personnes qui étaient retournées à l'école après des décennies d'absence, des étudiants qui avaient fait face à l'itinérance ou à des crises de santé ou à des urgences familiales et qui avaient quand même persévéré. Elle a dit que la remise des diplômes était plus qu'une simple cérémonie. C'était une reconnaissance du sacrifice, des matins précoces et des nuits tardives, du choix des devoirs plutôt que des événements sociaux, de la confiance en soi quand tout le monde doutait de vous. J'ai regardé Léa dans la foule des diplômés.
Elle était au 3e rang, facile à repérer dans sa robe bleue sous la toge de diplômée. Elle scrutait le public avec cette expression nerveuse, comme si elle avait peur d'espérer que quelqu'un serait réellement là pour elle. Puis elle a vu notre section. Son visage a complètement changé. L'expression nerveuse s'est transformée en choc. Puis en joie. Puis en larmes. Elle a vu tante Martine tenant une pancarte qui disait « Fier de toi, Léa » en grosses lettres violettes. A vu oncle Franck et sa famille faire des signes. A vu des cousins avec qui elle avait grandi mais qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, tous assis ensemble. A vu les sièges vides où maman et papa auraient dû être, mais a aussi vu toutes les personnes qui avaient choisi de remplir d'autres sièges à la place. J'ai vu sa bouche s'ouvrir. J'ai vu sa main se poser sur sa poitrine. Je l'ai vu dire quelque chose à la fille assise à côté d'elle. La fille a regardé notre section puis de nouveau Léa avec un immense sourire, lui a fait un câlin. Léa s'est mise à pleurer. Des larmes de joie cette fois. Le genre de larmes qui viennent quand on se rend compte qu'on n'est pas seul. Que les gens se soucient de nous. Que notre réussite compte pour quelqu'un. Elle n'arrêtait pas de s'essuyer les yeux pendant le discours du doyen. Elle n'arrêtait pas de regarder notre section comme si elle avait besoin de s'assurer que nous étions toujours là. Que ce n'était pas un rêve. Quand ils ont appelé son nom, toute notre rangée s'est levée et a applaudi. Tante Martine a crié son nom. Oncle Franck a sifflé. Les cousins ont brandi leurs pancartes. Nous nous sommes assurés que tout le monde dans cet auditorium sache que Léa comptait. Que sa réussite valait la peine d'être célébrée. Léa a traversé cette scène avec le plus grand sourire que je n'ai jamais vu sur son visage. A accepté son diplôme, a posé pour des photos, a fait un signe à notre section. C'était son moment. Personne ne le lui enlevait. Après la cérémonie, nous lui avions préparé une surprise. Martine avait coordonné avec les cousins pour louer un espace dans un restaurant local. Rien de luxueux, juste une salle privée où nous pourrions tous célébrer ensemble. Le restaurant était ce restaurant italien familial dont tante Martine connaissait les propriétaires. Il nous avait donné la salle du fond pour quelques heures. Les cousins l'avaient décoré avec des ballons bleus et dorés. Quelqu'un avait fait une bannière qui disait « Félicitations, Léa » en lettres peintes à la main. Quand nous sommes entrés, Léa s'est arrêtée à la porte, a regardé tout autour d'elle, les décorations, la table dressée avec un gâteau que quelqu'un avait commandé, tous les membres de la famille déjà rassemblés et qui attendaient. Elle s'est tournée vers moi avec des larmes dans les yeux, a demandé si j'avais organisé tout ça. Je lui ai dit que c'était un effort de groupe, que tout le monde voulait la célébrer correctement. Martine est venue et a serré Léa fort dans ses bras, lui a dit à quel point elle était fière, que cela aurait dû être fait depuis longtemps, que Léa avait mérité chaque once de reconnaissance et plus encore. Oncle Franck lui a remis une carte que tout le monde avait signée. À l'intérieur, il y avait de l'argent que la famille élargie avait rassemblé. Quelques centaines d'euros pour aider avec les livres ou les fournitures ou tout ce dont elle avait besoin. Léa a essayé de refuser. A dit que c'était trop. Franck a refermé sa main sur l'enveloppe et lui a dit d'arrêter de discuter. Que la famille prenait soin de la famille, de la bonne manière. Pas de la manière dont nos parents l'avaient fait. Nous lui avions acheté des cadeaux. Pas des cadeaux chers, juste des choses significatives. Des livres pour sa spécialisation, des cartes cadeaux pour des fournitures, une photo encadrée d'elle avec nous tous que quelqu'un avait prise à une réunion de famille des années auparavant, de petites choses qui montraient que nous avions prêté attention à qui elle était et à ce qui lui importait. Un des cousins lui a offert un journal avec son nom gravé sur la couverture. A dit que Léa devrait documenter ce nouveau chapitre de sa vie, toutes les bonnes choses qui allaient arriver. Un autre cousin lui a offert un porte-documents professionnel. A dit que Léa en aurait besoin pour les entretiens d'embauche et les réunions d'affaires, qu'elle irait loin et devait avoir l'air professionnel. Chaque cadeau était accompagné d'un petit discours. Quelqu'un partageant un souvenir de Léa, parlant de quelque chose qu'elle avait fait qui les avait impressionnés ou fait rire ou montrer son caractère. Léa n'arrêtait pas de remercier tout le monde, disant qu'elle n'arrivait pas à croire qu'ils étaient tous venus, elle avait les larmes aux yeux à chaque fois que quelqu'un faisait un discours sur à quel point ils étaient fiers d'elle. Le gâteau était cette chose magnifique avec un glaçage bleu et des accents dorés. Il y avait écrit « Félicitations, Léa » sur le dessus en écriture élégante. Quelqu'un avait ajouté des petits livres en pâte à sucre et une toque de diplômé comme décoration. Quand nous lui avons chanté la chanson, Léa a couvert son visage avec ses mains, embarrassée, mais aussi rayonnante. Quand elle a soufflé les bougies, tout le monde a applaudi, lui a demandé ce qu'elle avait souhaité. Elle a dit qu'elle n'avait besoin de rien souhaiter,
qu'elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin juste là dans cette pièce. Oncle Frank a fait le meilleur discours, il a parlé de voir Léa grandir, de sa détermination silencieuse, de comment elle n'avait jamais demandé d'aide mais aidait toujours les autres, de comment cette remise de diplôme représentait non seulement une réussite académique, mais une force personnelle. Il a dit, certains naissent avec une cuillère en argent dans la bouche et pensent avoir tout accompli par eux-mêmes. Mais Léa était partie de zéro avec un bras attaché dans le dos et avait quand même réussi par pure détermination. Cela valait la peine d'être célébré. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer pendant la célébration. Des messages de Chloé, de maman, de papa. Je les ai tous ignorés. Ce n'était pas à leur sujet. C'était au sujet de Léa. Nous sommes restés au restaurant pendant des heures, nous avons mangé, ri, pris des photos, fait des discours, célébré une réussite qui méritait d'être célébrée. Léa m'a pris à part à un moment donné, m'a serré fort dans ses bras, m'a remercié d'avoir cru que sa réussite comptait, de m'être assuré qu'elle ne passe pas cette journée seule. Je lui ai dit qu'elle ne serait plus jamais seule, que les gens dans cette pièce étaient sa vraie famille, ceux qui se présentaient quand ça comptait. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'ai finalement vérifié mes messages. Le mariage de Chloé avait été un désastre. Le lieu les avait déplacés dans un espace plus petit à la dernière minute. Les photos qu'elle avait prévues étaient ruinées. La moitié des fournisseurs ne s'étaient pas présentés parce que le nombre réduit d'invités ne justifiait pas leur temps. Maman et papa avaient passé toute la réception à pleurer parce que presque personne de notre famille n'était venu. Le dernier message de Chloé était court. J'espère que tu es content. Tu as détruit mon mariage. Je n'ai pas répondu. J'étais content, mais pas parce que j'avais détruit son mariage. J'étais content parce que Léa avait eu la remise de diplôme qu'elle méritait. Parce que notre famille avait enfin reconnu qu'elle comptait. Chloé avait détruit son propre mariage au moment où elle a décidé que la réussite de Léa valait la peine d'être sacrifiée pour sa propre convenance. Je me suis juste assuré qu'il y ait des conséquences pour ce choix. Les suites étaient prévisibles. Maman et papa ont envoyé un long email sur à quel point ils étaient déçus de moi. Comment j'avais créé une division familiale qui pourrait ne jamais guérir. Comment j'avais privilégié la rancune à l'unité familiale. J'ai répondu avec une seule phrase. J'ai privilégié le membre de la famille qui a été ignoré pendant 22 ans. Ils n'ont pas répondu. Chloé a essayé de recoller les morceaux quelques semaines plus tard. Elle a appelé en disant qu'elle comprenait maintenant pourquoi les gens étaient en colère, qu'elle aurait dû être plus prévenante envers la remise des diplômes de Léa, qu'elle voulait s'excuser. Je lui ai dit que les excuses devaient aller à Léa, pas à moi. Que ce n'était pas moi qu'elle avait lésé. Elle a demandé si je l'aiderais à faciliter une conversation. Être là pour servir de médiateur. J'ai dit non. Que c'était entre elle et Léa, qu'elle devait faire face aux conséquences de ses actes sans que je m'en mêle. Elle n'a jamais passé cet appel à Léa. Tante Martine a mentionné plus tard que Chloé s'était plainte à maman de l'injustice de toute la situation. Comment elle avait été punie pour avoir commis une seule erreur. Comment la famille s'était retournée contre elle pour un simple conflit d'horaire. Martine lui aurait ri au nez. Lui a dit que ce n'était pas une erreur. C'était l'aboutissement de 35 ans de sentiment de droit, de considérer comme acquis qu'elle passerait toujours en premier. De supposer que les réussites de tout le monde étaient moins importantes que ses propres désirs. La dynamique familiale a changé après cela. La famille élargie a commencé à faire plus d'efforts avec Léa et moins avec Chloé. Les invitations allaient d'abord à Léa. Les gens vérifiaient son emploi du temps avant de planifier des événements. Elle est passée d'invisible à valorisée. Chloé l'a remarqué, a commencé à poster des choses passives-agressives sur les réseaux sociaux sur la loyauté familiale et les faux amis. Personne n'a réagi. Ces sections de commentaires sont devenues de plus en plus silencieuses. Pendant ce temps, Léa s'épanouissait. A obtenu un meilleur emploi grâce à son nouveau diplôme. A déménagé dans un appartement plus agréable. A commencé à parler de sa vie avec confiance. Au lieu de s'excuser d'exister, la différence en elle était le jour et la nuit. 6 mois après le mariage, maman a appelé, a dit qu'il voulait organiser un dîner de famille, nous 5, pour apaiser les tensions et aller de l'avant. J'ai demandé s'il s'était déjà excusé auprès de Léa. Maman a dit qu'ils attendaient de le faire en personne. Au dîner. Je lui ai dit que ce n'était pas suffisant. Que Léa méritait des excuses directes sans public. Que utiliser un dîner de famille pour forcer la réconciliation n'était qu'une autre façon de privilégier le confort de Chloé par rapport aux sentiments de Léa.
Maman a dit que j'étais difficile. Qu'ils essayaient d'arranger les choses et que je n'aidais pas. J'ai dit qu'ils auraient dû essayer d'arranger les choses depuis 22 ans. Qu'un dîner n'allait pas effacer des décennies de favoritisme et de négligence. Je ne suis pas allé à ce dîner. Léa non plus. Nous avons eu notre propre dîner à son appartement. Nous avons commandé à manger, regardé des films, passé un vrai bon moment sans drame. Chloé a apparemment quitté le dîner de famille plus tôt, ne supportant pas d'être sur la sellette pour une fois, ne supportant pas d'être celle qui devait répondre à des questions inconfortables au lieu d'être célébrée. Papa m'a appelé après, a dit que je déchirais la famille, que je devais être le plus intelligent et aider à arranger ça. J'ai demandé pourquoi c'était à moi d'être le plus intelligent. Pourquoi était-ce toujours à Léa et à moi de nous accommoder de Chloé, de rendre les choses confortables pour tout le monde tout en ravalant notre propre peine? Il n'avait pas de réponse. La vérité est que la famille était déjà déchirée. Elle l'était depuis des années. J'avais juste finalement arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Léa va très bien maintenant. Elle a eu une promotion au travail. A commencé à sortir avec quelqu'un qui la traite bien. Parle de retourner à l'université pour sa licence. A des projets et des rêves et la confiance pour les poursuivre. Elle m'a encore remercié récemment. A dit que cette remise de diplôme était le tournant, que le fait que des gens se soient présentés pour elle, que sa réussite soit reconnue et célébrée lui avait donné la force de croire qu'elle méritait de bonnes choses. C'est ce qui a fait que tout en valait la peine. Pas la vengeance contre Chloé. Pas prouver quelque chose à mes parents. Mais voir Léa comprendre enfin qu'elle compte. Le mariage de Chloé va bien, je suppose. Benjamin a l'air heureux. Ils ont déménagé dans une autre région peu après le mariage. Un nouveau départ, comme l'appelait Chloé. Une fuite, comme l'appelait tante Martine. Je vois Chloé peut-être une fois par an maintenant. Les événements familiaux qu'elle ne peut pas éviter. Nous sommes polis mais pas proches. Elle ne s'est toujours pas excusée auprès de Léa. Elle ne le fera probablement jamais. Certaines personnes n'apprennent jamais. Maman et papa essaient de partager les vacances maintenant. Viennent chez moi pour une partie. Vont chez Chloé pour le reste. Essaient d'équilibrer les choses d'une manière qu'ils n'ont jamais faite quand nous grandissions. Trop peu, trop tard. Mais je suppose que c'est quelque chose. Léa vient à chaque événement familial maintenant. Ne se cache plus. Ne se fait plus petite. Elle prend sa place sans s'excuser. C'est magnifique à voir. Au dernier repas de Noël, nous étions tous chez moi. Famille élargie, cousins, tout le groupe. Nous avons fait un tour de table pour dire ce pourquoi nous étions reconnaissants. Quand ce fut le tour de Léa, elle a dit qu'elle était reconnaissante d'avoir une famille qui se présentait quand ça comptait. Qui prouvait que la réussite et le travail acharné méritaient d'être reconnus. Qui choisissait de célébrer avec elle au lieu de prendre le chemin facile. Elle n'a pas regardé maman et papa quand elle a dit ça. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait de qui elle parlait et de qui elle ne parlait pas. Chloé est partie tôt ce soir-là aussi. A dit qu'elle ne se sentait pas bien. Personne n'a essayé de l'arrêter. Certaines personnes me demandent si je regrette la tournure des événements, si j'aurais aimé gérer les choses différemment. Laisser Chloé avoir son mariage sans interférence. Honnêtement, aucun regret.